Première présentation, et ça va être avec moi. Donc, je vais essayer de planter le décor. C'est quoi les 1000 jours? Et après, comme ça, on pourra lancer les débats, les questions. Shaima, s'il te plaît. Parfait. Alors, donc, on m'a demandé de faire un petit peu le concept des 1000 jours. Donc, je vais essayer de résumer un peu ce concept en 20-25 minutes. Donc, c'est court. Donc, il a fallu faire des choix. L'idée, c'est de planter un peu le décor, qu'on puisse comprendre de quoi on parle, surtout ceux qui ne sont pas habitués à ce concept des 1000 jours. Et pour tous ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé, j'ai essayé quand même de revoir mes diapos pour avoir un langage, on va dire un vocabulaire qui soit adapté. Donc, s'il y a des choses qui sont un peu floues, il ne faut pas hésiter à m'interpeller. Alors, je pense qu'il était important de rappeler cette définition de l'OMS qui date de 1946, mais qui permet de bien comprendre pourquoi on va parler de 1000 jours. Et puis, cette définition qui définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique, d'abord physique, surtout tout ce qui est maladie somatique, je vais dire, mentale, c'est important, mais aussi sociale. Et donc, cette définition, elle est un peu révolutionnaire parce qu'elle affirme que la maladie, en fait, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. D'accord ? La santé, c'est un état de bien-être. Et être en possession du meilleur état de la santé, c'est quand même un des droits fondamentaux de tout humain. Alors, cette définition a été complétée en 1999 par la notion d'environnement, qui définit l'environnement comme étant la clé d'une meilleure santé. Alors, l'environnement, il faut bien comprendre, l'environnement, c'est tout ce qui influence. Ce n'est pas que l'environnement physique, c'est tout ce qui influence, tout ce qui va avoir un impact sur la santé. Donc, que ce soit l'environnement physique, économique, social, mental, c'est l'endroit où on vit globalement. D'accord ? Il ne faut pas réduire la notion d'environnement à tout ce qui est physique, à tout ce qui nous entoure. Mais c'est vraiment tout ce qui influence sur la santé. Et donc, cette notion, en fait, qui a été définie en 1999, elle définit le fait qu'on n'améliore pas la santé que par la construction des hôpitaux. On est des hospitaliers, on aime bien traiter les maladies, mais la meilleure santé, c'est d'éviter que les maladies n'apparaissent, que les maladies qui sont évitables surviennent. Donc c'est une notion qui est importante à comprendre, que la santé, on la prépare. La santé, elle se préserve. La santé, il faut avoir des stratégies. Et donc, il y a une notion de promotion et de stratégie précoce pour éviter des maladies. Et dans ces stratégies précoces, c'est ça la notion des 1000 jours, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour éviter des maladies qui vont se mettre en place plus tard et qui sont évitables. Alors, pour contextualiser un peu les 1000 jours, on va prendre un exemple simple. L'exemple de ce couple qu'on appelle Adija et Ali, qui sont mariés depuis 18 mois et qui ont entendu parler des 1000 jours. Ils se posent la question, c'est quoi les 1000 jours? D'accord, c'est quoi les 1000 jours? Ils ont un projet de grossesse et posent la question, est-ce qu'on est concerné? Question simple, banale, est-ce qu'on est concerné? Et puis la question, est-ce que c'est vraiment important? Donc on va essayer de faire un petit profil, c'est caricatural ce que j'ai mis là, parce que c'est vraiment pour essayer de faire comprendre cette notion, avec une lecture croisée un petit peu des parcours de Ali et de Adija. Adija, elle est cadre au rectorat, d'accord? Comme vous l'avez vu, elle est plutôt en situation d'obésité, avec un IMC qui est à 30. Elle aime bien tout ce qui est fast-food. Bon, rien d'étonnant. Elle habite au centre, on va dire, elle habite à Kahani, par exemple. Donc, elle se lève à 4 heures pour venir à Mamoudzou, travailler tous les jours. Donc, situation déjà sociale un peu compliquée. Peu d'activité physique, parce qu'elle dit qu'elle travaille toute la semaine. Le week-end, elle préfère se mettre devant la télé pour regarder Netflix. C'est un peu le quotidien de beaucoup d'entre nous. De l'autre côté, on va voir Ali, qui est plutôt sportif. Il a récemment trouvé un emploi, parce que pendant très longtemps, il était au chômage, pas de boulot. Donc, il est plutôt dépressif, avec un syndrome un peu dépressif. Et de temps en temps, il picole un peu pour oublier ses problématiques. Donc voilà, c'est caricatural, mais ça permet de planter un peu le décor. Et donc, ils viennent voir pour c'est quoi les 1000 jours. Et donc, nous, on va expliquer, donc avec cette frise qui est toute simple, qui est partout. Donc, les 1000 jours, le docteur Sauve l'a dit tout à l'heure, donc ça va de la conception, donc c'est les 9 mois de grossesse, plus les 2 premières années de vie de l'enfant. Donc ça va de la conception jusqu'à 2 ans de vie de l'enfant.
Et comme vous voyez ici, tout ce qui est autour de cette période, que ce soit l'environnement parental pré, on va revenir, ou périconceptionnel, le style de vie, on a vu, on aime les fast-food, on picole un petit peu, le stress, tout ce qui se passe pendant la grossesse ici, avec tout ce qui est supramaternel ou obésité maternelle, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est mental, entre guillemets, hein, je mets globalement le mot mental, entre guillemets, voilà, tout ce qui est troubles psychologiques en général, tout ce qui est diabète, ben, tout ce qui est accouchement, que ce soit par césarienne, par voie basse, tout ça va avoir un impact, d'accord? Et puis l'enfant qui va naître, effectivement, est-ce qu'il est allaité? Est-ce qu'il y a des interactions avec son environnement? Tout ce qui est notion du goût, tout ce qui est interaction, tout ce qui est parentalité. Donc tous ces éléments vont avoir un impact majeur sur ce qu'on appelle l'ADN, qui est un peu cette base qui nous permet de la construction de l'organisme. Ben, ça va entraîner des mutations, des délétions à ce niveau-là, on va voir, on en parlera tout à l'heure. Et ça va avoir des conséquences non seulement pendant la phase précoce de l'enfant, mais aussi à l'âge adulte. En fait, c'est surtout l'âge adulte où effectivement, on va expliquer des maladies qu'on appelle non transmissibles, qui se développent de plus en plus. On fait des liens avec des hypertensions, avec des infarctus du myocarde, avec de l'obésité, avec certains types de cancers. Et ça, c'est de plus en plus documenté. Ce n'est pas que de la théorie, c'est de choses qui sont réelles. Donc, c'est ça un petit peu ce concept des 1000 jours. Et en fonction du parcours de vie, on voit qu'il y a 3 parcours de vie qui sont possibles. En fonction de la naissance, est-ce qu'effectivement l'enfant pendant la grossesse, ce qui s'est passé pendant la grossesse ici, et puis on voit une trajectoire vertueuse qui est en vert, une trajectoire qui est bleue, ce qui est la plupart d'entre nous, et puis une trajectoire qui est rouge. Et puis on voit qu'en fonction du trajectoire qu'on va mettre en place, ça veut dire que est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on a été allaité, est-ce qu'on a mangé normalement, est-ce qu'on a fait du sport, les conditions de vie, la précarité, ben, ça va définir un petit peu, grosso modo, ce qui va se passer sur votre future vie adulte. Soit effectivement, vous allez vieillir en bonne santé, profiter de votre retraite, soit une santé modérée, bon ça va, on arrive à bouger un peu, on arrive à faire les activités de la vie quotidienne, ou au contraire, on va finir dans un lit d'hôpital complètement, parce qu'effectivement, on a accumulé tous les facteurs de risque, et au final, ben, le parcours, vous allez finir dans un lit à l'hôpital. Donc voilà un petit peu ce concept des 1000 jours, et vous voyez qu'il y a une fenêtre de vulnérabilité qui est importante, où on peut être actif, où on peut faire des actions. C'est entre la naissance et 2 ans, parce que là, beaucoup de choses vont se jouer, et puis on va dire un petit mot, et qui permet d'expliquer le devenir par la suite. Alors, ce concept n'est pas tout à fait nouveau, en fait. Ce concept, ce qu'on appelle aussi l'hypothèse de Barker, qu'on appelle aussi la DOAD, en fait, ça vient de ce médecin, qui était épidémiologiste britannique, un médecin très curieux, comme certains médecins très curieux. Et en Angleterre, en fait, il y a des registres de naissance qui sont très bien étoffés, très bien conservés, où il y a le poids des enfants, il y a la maman, les conditions socio-économiques. Et donc, lui, il est parti regarder ces registres. Et puis, il est regardé en fonction du poids de naissance des enfants. Et puis, il a regardé ce que devenaient ces enfants à l'âge adulte. Parce que comme dans les hôpitaux anglais qu'on appelle NHS, tout est conservé. C'est ça ce qui est bien en Angleterre. Et il a pu faire un lien entre le fait que quand on était né avec un poids de naissance inférieur à 2,5 kg, ce qu'on appelle un petit poids d'âge gestationnel, un petit poids de naissance, on avait plus de risques d'avoir un infarctus du myocarde à l'âge adulte que les enfants qui étaient nés avec un poids supérieur à 2,5 kg. Donc ça a été un peu un choc à l'époque, en 1989, en disant rien que votre poids de naissance vous prédispose à l'âge adulte à avoir un infarctus du myocarde ou à avoir une hypertension artérielle. Et lui, dans cette étude, il avait colligé, en tenant compte, bien sûr, de tout ce qui est facteurs de risque, socio-économique, il avait tout colligé, les facteurs de risque, et il est tombé sur ce résultat qui est net, poids de naissance et infarctus à l'âge adulte. Et ces travaux, donc, c'était le premier à affirmer que les conditions de grossesse sont déterminants pour la santé future de l'enfant. Donc, rien que ça, tout ce qui se passe pendant la grossesse va avoir un impact majeur sur ce qui se passe à l'âge adulte. Donc, beaucoup de questions se posaient à l'époque, en 1989, en disant « Mais est-ce qu'il n'a pas fumé, ce médecin? Il raconte des choses qui allaient contre la science, contre les idées perçues à l'époque. Comment se fait-il que naître avec un petit poids vous expose d'emblée à avoir un infarctus du myocarde à l'âge adulte ?» Donc, tout ça, à l'époque, semblait être de la science-fiction.
Les gens n'y croyaient pas, un mythe, une histoire. Donc là, on est en 1989. Alors, est-ce que vraiment de la science-fiction? Est-ce que cette hypothèse de Barker ou les 1000 jours sont-elles réalistes? Est-ce qu'on a des preuves évidentes? En science, on aime toujours avoir des preuves. Il ne suffit pas de venir dire ici que ça marche, c'est une théorie et les gens vont croire. Non. Ça, c'est sûr que ça ne tient pas. Donc, on a quand même des données, on a quand même des choses qui nous montrent effectivement qu'il y a des choses qui se passent, il y a des réalités. Et souvent, dans les études, on présente cet exemple de la famine hollandaise de 1944. Je ne suis pas historien, mais je vais essayer quand même de vous raconter un peu les conditions de l'époque et les enseignements qu'on a pu tirer de cette famine hollandaise qui était très, très bien documentée. Donc, cette famine hollandaise rentre dans le cadre de la nutrition, ce qui se passe pendant la grossesse, avant la grossesse et pendant la grossesse, la nutrition, et quel impact elle peut avoir sur les enfants par la suite. Seconde Guerre mondiale, très violent. Donc, septembre 1944, il y a un embargo qui est majeur par les nazis sur le transport de nourriture sur toute la Hollande de l'Ouest. Donc, on va se trouver avec un Pays-Bas, la côte ouest du Pays-Bas, complètement isolée, parce que les ponts sont détruits, pour ralentir les Alliés. Et on est en hiver, il n'y a plus rien qui pousse. Et donc là, il va s'abattre une famine qui est horrible. Une famine horrible qu'on appelle le Hunger Winter. Et les gens vont manger avec 400 à 800 calories, sachant qu'on a besoin à peu près de 2000-3000 kilocalories pour vivre par jour. Donc vraiment, on est dans une diète sévère qui est imposée par la guerre. Donc les gens meurent de faim, il y a beaucoup de gens qui vont décéder de froid, de maladies. Et donc, ces conditions de vie vont avoir un impact majeur sur les femmes qui étaient enceintes à l'époque et aux nourrissons. Donc, on a une population de femmes enceintes qui va subir, on va dire, la famine, et on va regarder ce que ça va devenir. Donc, ce qu'on appelle la Dutch famine, on a des images qui sont très, très documentées, que vous pouvez trouver un petit peu en cherchant dans la littérature. Et c'est une expérience qui est bien documentée, aussi bien par l'Université d'Angleterre, mais aussi à Amsterdam. Et c'est une cohorte qui est bien datée, bien suivie, avec des registres médicaux qui sont fiables. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, on sait, on a des éléments qui sont concrets. D'accord? Et on sait que ça a duré à peu près 1 an, puisqu'après 1945, les gens pensaient, après la guerre, à manger normalement. Donc, ça a été une période courte où, effectivement, les gens ont été soumis à une famine qui est terrible, mais ça a été documenté avec un temps assez court. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que les femmes enceintes ont donné naissance à des enfants de plus petits que la moyenne. Les femmes, je crois que ma diapo n'est pas bien sortie, c'est pas grave. En fait, les femmes enceintes ont donné naissance à des enfants qui étaient plus petits. En général, ils ont donné naissance à des enfants qui avaient un poids qui était inférieur à 2,5 kg. Donc ça, c'est normal. Ils étaient affamés, ils n'avaient pas de quoi manger. On s'attend à avoir des enfants qui naissent avec un petit poids de naissance, même si on sait que ces enfants-là sont à risque par la suite d'avoir un infarctus du myocarde à l'âge adulte. Mais ça, c'était attendu. On s'y attendait. Par contre, ce qui est inattendu, c'est que les enfants qui sont nés pendant cette période, ils sont devenus adultes. Ils ont mangé correctement. Ils ont eu une grossesse qui sont plutôt harmonieuse. Et là, ce qui était mystérieux, c'est qu'eux-mêmes ont donné naissance à des enfants de petits poids de naissance inférieurs à 2,5 kg. Donc, on voit bien que les conditions de vie pendant la grossesse vont influencer la santé sur la grossesse à venir, mais aussi sur les futures générations. C'est comme si ça se transmettait de génération en génération. Et ça a été quand même assez inquiétant, assez surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas. Et donc, c'est là où on a dit qu'il y a des changements biologiques qui vont se mettre en place pendant cette phase de vulnérabilité, pendant ces 1000 jours, et qui vont se répercuter, avoir des répercussions de génération en génération. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre ici. En fait, ça ne modifie pas les gènes, mais en fait, ces modifications, ce stress, vont entraîner des changements qui vont soit éteindre le gène, soit l'allumer, en fait. C'est une question, le gène n'est pas modifié, mais le gène, ce qu'on appelle la mutation épigénétique, soit le gène va être allumé ou éteint, et ça entraîne ces conséquences qu'on voit de génération en génération. Alors, on va dire un peu sur les troubles mentaux aussi qui vont avoir comme impact, ça permet aussi de comprendre ce qui ça peut se passer, l'effet des troubles mentaux sur la grossesse, mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est vraiment pour essayer de poser un peu les choses, pour voir de quelle manière ces troubles mentaux peuvent avoir un impact sur la vie future.
Il y a une très belle étude qui a été menée en Irlande qui a porté sur 140 000 grossesses. Donc, une grosse étude, hein, c'est pas rien. D'accord? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé 140 000 grossesses. C'est une étude en population générale. On prend les femmes qui sont enceintes, on interroge si, effectivement, ils ont eu des soucis, des troubles mentaux, entre guillemets. D'accord? C'est du déclaratif. Ce n'est pas un diagnostic qui est fait au niveau du cabinet. On se rend compte qu'il y a à peu près 20% de la population irlandaise, les femmes enceintes, qui déclarent avoir un trouble pendant la grossesse, des difficultés psychiques qui ont un impact réel sur la santé du bébé. Et en regardant le devenir de ces femmes enceintes, en tout cas le bébé à venir, on se rend compte que ces femmes donnent naissance à des enfants souvent plus prématurés et des enfants de petits poids de naissance et des enfants c'est-à-dire un poids qui est inférieur à 2,5 kg, et puis aussi des enfants qui s'adaptent mal à la naissance par rapport aux des enfants qui naissent où, en général, on n'a pas besoin de mettre en place des interventions précoces. Ce sont des enfants qui s'adaptent mal à la naissance et donc qui risquent, bien sûr, d'atterrir dans les services de néonatologie. Donc, on voit bien que le seul fait d'avoir des troubles psychiques pendant la grossesse vous expose à une issue de grossesse qui n'est pas si simple que ça. D'accord? Donc, ça, c'est en population générale. Et là, on a vu que c'était 20%. On verra que pour Mayotte, il y avait eu une étude qui a été faite, on en parlera tout à l'heure. On est aux alentours de 30 à 35% de femmes qui déclarent avoir des troubles psychiques pendant la grossesse. Donc, vous voyez un peu le chantier qui est énorme si on veut éviter des soucis comme ça. L'obésité maternelle, je vais dire un petit mot et son impact, parce qu'on a vu que Khadija, elle était plutôt obèse, avec un surpoids. Comment ça peut avoir un impact sur la grossesse? Ça aussi, c'est bien documenté. Donc là, c'est une étude aussi qu'on appelle une méta-analyse, une revue de plusieurs études. Et je rappelle un petit peu, pour ceux qui ne sont pas habitués, que le poids idéal en santé publique, en santé, c'est d'avoir un IMC, c'est le rapport entre le poids et la taille, entre 18 et 25, grosso modo. Et qu'au-delà de 30, on parle d'obésité. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-delà, en dessous de 18, on est on va dire, en incidence pondérale, en minceur. D'accord? Et cette étude qui a été faite a montré, ces résultats qui sont très connus, maintenant que vous êtes habitués, c'est que quand on a une IMC maternelle élevée, c'est-à-dire qu'on est en surpoids avant la grossesse ou pendant la grossesse, on a des bébés plus gros à la naissance, ça se comprend, généralement les bébés sont plus gros, mais être plus gros, ça ne veut pas dire en bonne santé. C'est souvent ce qu'on appelle des géants au pied d'argile. Ils sont aussi fragiles que ces petits-enfants qui naissent avec un poids de naissance à 2,5 kg. Ils ont surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont un risque de devenir obèses pendant leur grossesse. Donc, le seul fait d'avoir une maman avec une IMC qui est élevée expose l'enfant à avoir un problème de surpoids et à le devenir par rapport à l'adolescence ou au futur adulte. Et à l'inverse, on l'a vu, un IMC maternel bas, ce qui s'est passé pendant la famine hollandaise, il y a un risque accru de faible poids de naissance, d'avoir un poids de naissance qui est petit à la naissance. Donc, on voit bien que toutes ces études vont dans le même sens. Et donc, ce n'est pas qu'une théorie qu'on raconte, mais c'est une réalité qui se vérifie dans les études. On va regarder aussi l'environnement pré- et périconceptionnel. Là, on a tout dit sous la maman. On pourrait penser que le papa n'a pas de... On ne fait pas attention au papa. Ben si. Ben si, comme on dit souvent, le papa ne doit pas fuir ses responsabilités. Alors, le mode de vie paternel. Et ça a été bien étudié dans cette étude qui est parue il y a déjà un petit moment, c'était 2015-2014 si je ne me trompe pas. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi sa conclusion? J'ai essayé de la simplifier en enlevant tous les statistiques pour que ce soit un message qui soit simple. Il dit que le mode de vie du père, avant la conception, c'est-à-dire que s'il est obèse, s'il fume, s'il est stressé, s'il picole de temps en temps, a une influence sur le métabolisme et la croissance de l'enfant. En fait, c'est la qualité du sperme qui n'est pas bon. En fait, il y a une fragmentation, on appelle ça fragmentation spermatique, qui fait que le futur bébé risque d'avoir plus d'obésité, plus de maladies métaboliques par la suite. Donc, ce n'est pas rien. Le sperme est un vecteur de programmation biologique, donc c'est important que le futur papa se pose cette question avant même la conception. Mais le rôle du papa n'est pas que le sperme. Des études ont étudié l'impact, l'implication réelle
du papa pendant la santé de la mère et du futur enfant? Est-ce que réellement, le papa il est présent? Est-ce qu'il y a vraiment, on voit qu'il y a des résultats, il y a quelque chose par rapport à son implication par rapport à la santé de la mère et du nouveau-né? Ça aussi, comme souvent en sciences, on aime bien faire des études surtout. Ça a été aussi étudié par certaines équipes qui ont bien sûr montré qu'il y a des effets positifs sur la santé maternelle. Ça, c'est clair, ça a été documenté. D'accord? Santé mentale des femmes, je pense que les collègues vont définir tout à l'heure tout ça. Une réduction du stress. Et pour le nouveau-né, bien sûr, on a des meilleures pratiques des soins néonataux et des enfants qui sont plutôt en bon état. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire un peu sur ces nouveaux-là. Et puis, il m'a semblé important aussi de dire un petit mot sur, parce que là, on a vu la grossesse, sur les conditions d'accouchement. Ça permet aussi d'avoir toutes ces notions qui sont nombreuses, mais qui sont importantes pour bien comprendre les enjeux des 1000 jours. La voie d'accouchement n'est pas anodine, en fait. Mais ça, beaucoup le savent déjà. Par rapport au concept de 1000 jours, naître par césarienne, au-delà de l'acte chirurgical où effectivement on va créer une cicatrice, on va agresser le corps, entre guillemets, il y a aussi des enjeux au niveau du microbiote intestinal. Un accouchement par voie basse, le nouveau-né qui va traverser la filière génitale va ingurgiter toutes les bactéries qu'il y a au niveau du vagin de la mère. C'est du physiologique, c'est la nature, c'est comme ça. Il y a beaucoup de microbiotes qui sont importantes, qui vont coloniser le tube digestif du bébé. On va voir que ces bactéries sont importantes, ce n'est pas des choses qui sont négatives. Hein. Alors que quand on est par césarienne, ici, le nouveau-né, il est colonisé par les bactéries de la peau. Généralement, c'est du staph, ce n'est pas du bon microbiote. Donc déjà, la voie de naissance, on ne part pas du bon, ce n'est pas le même départ dès le départ. D'accord ? Or, on va voir que le microbiote, c'est important parce que le microbiote va permettre de stimuler notre organisme, va permettre en fait de pouvoir mieux absorber, mais permet aussi des interactions avec le cerveau. C'est ce qu'on appelle de toute façon le deuxième cerveau, le microbiote intestinal. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais c'était pour dire juste que le microbiote intestinal, il est important et qu'il va par la suite, beaucoup de choses, de maladies auto-immunes, de certaines maladies neuropsychiatriques, sont en partie expliquées par un microbiote qui est plus ou moins altéré. Il y a beaucoup de recherches sur le microbiote. On pourrait passer une journée en faire un séminaire sur le microbiote. Mais voilà, c'est pour dire que le microbiote intestinal qui va se mettre chez le futur bébé n'est pas pareil qu'on est par voie basse ou par césarienne. Et que souvent, on aime bien dire ça, qu'on est plus microbe qu'humain parce qu'on a beaucoup plus de cellules microbiotes que de cellules humaines, en fait. Donc, si on devait compter, on est plus microbe qu'humain. Mais on va passer. Alors, qu'est-ce qui se passe après la naissance ? On va dire un petit mot sur la naissance, parce que là, j'ai beaucoup insisté sur le côté anténatal. À la naissance, on a vu que de la naissance jusqu'à 2 ans de vie, il y a d'abord un développement considérable du cerveau. On n'imagine pas, le cerveau il va passer de 350 grammes à la naissance, à 2 ans, il va peser à peu près 1100 grammes. Le cerveau aura triplé en 2 ans. Aucun organe ne peut faire ça toute la vie. Le cerveau aura triplé. Donc, il y a des connexions neuronales qui se mettent en place, une myélinisation rapide au niveau du cerveau qui va favoriser tout ce qui est langage, motricité. Et donc, le cerveau, il est extrêmement sensible pendant cette période. Donc, cette période, elle est fondamentale, cruciale. Tout ce qui se passe là-dessus va avoir un impact majeur sur ce cerveau. Et donc, ça, il faut avoir conscience que c'est pas rattrapable. Souvent, c'est difficilement rattrapable. Je ne dirais pas que c'est pas rattrapable, mais c'est difficilement rattrapable. Donc, tout doit être fait vraiment pour que pendant cette période, tous ces enfants puissent se développer le mieux possible. Pareil pour la croissance. On a un poids qui va passer de 3 kg à 2 ans, il va être multiplié par 4. On passe de 3 kg à 12 kg. Donc voilà, c'est une croissance phénoménale au niveau du corps. Donc la croissance pondérale, c'est l'équilibre, bien sûr, nutritionnel. Est-ce qu'il y a un allaitement maternel ou un allaitement artificiel? La santé globale, mais aussi cette programmation génétique qui a commencé pendant la grossesse. Ça va avoir une influence, bien évidemment, sur cette croissance du bébé. Donc, comme vous le savez, une croissance trop rapide ou insuffisante peut influencer le risque d'obésité, le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires plus tard. Pareil pour la taille, l'enfant va aussi pousser très rapidement, va passer de 50 cm à presque 90 cm en 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, l'enfant il a
atteint 50% de la taille finale de l'adulte. C'est quand même colossal. C'est-à-dire qu'entre 2 ans et l'adulte, il va compléter ce qui reste. Mais entre 0 et 2 ans, il a pris 90 cm. Il va avoir 90 cm. Donc c'est colossal. Donc on voit bien que c'est un corps qui va complètement se transformer, se métamorphoser. Et tout ce qui est influence nutritionnelle, environnementale, stress, va avoir un impact majeur sur cette croissance. Et fondamentalement, tout ce qui est infection répétée et les conditions, bien sûr, socio-économiques, comme on l'a vu, la santé aussi, c'est le social, c'est l'économie, va avoir un impact sur ces futurs enfants. Alors, les 1000 jours, pourquoi cette période est essentielle? Pour résumer, c'était pour dire, voilà, il y a ça qui se met en place, sa taille, son poids, son capital santé, son immunité, son développement cérébral, et le retard acquis pendant cette période sont souvent difficilement rattrapables. Je n'ai pas dit irrattrapables. C'est-à-dire, ils sont difficiles à rattraper. Ça, il faut avoir conscience. Et donc, nous, notre rôle en tant que 1000 jours, c'est de pouvoir agir sur ça, mettre tout le paquet pendant ces 1000 jours pour éviter ces futurs problèmes qu'on va avoir à l'âge adulte, le diabète, la santé, l'infertilité, le stress, les comportements. Alors, les 1000 jours, ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici à Mayotte, je peux vous assurer. On a déjà fait des conférences, des congrès sur les 1000 jours. Et j'aime rappeler cette diapositive qu'on a commencé la sensibilisation à Mayotte il y a 12 ans. À l'époque, ce n'était pas du tout connu. Et on avait fait à Sakouli, c'était lors des congrès de nos journées périnates, on avait fait une présentation sur les 1000 jours. À l'époque, ce n'était pas encore connu, ça venait d'arriver un peu dans notre pays. Ça venait plutôt des pays anglo-saxons avec la DOAD. Et c'était les laboratoires qui nous ont amené un peu, qui nous ont sensibilisés sur ces phénomènes. Et il a fallu attendre, en tout cas dans notre pays, en 2019, je pense que Dr Sauvé l'a dit, avec l'installation de la commission d'experts sur les 1000 jours, voulue par le président Macron, une commission qui s'est installée en 2019 avec cette photo confiée à Boris Cyrulnik, qui a été le président de cette commission, qui est ici, qui est neuropsychiatre. Donc, c'est une commission qui a été présidée par Boris Cyrulnik, qui était composée de 10 psychologues, plutôt version très psychiatrique, si je peux dire, dans la composition de la commission, plus versant que somatique. Mais on a été un certain nombre à être surpris par le fait qu'il y avait, pas pour plaider pour l'outre-mer, mais il n'y avait aucun représentant de l'outre-mer. Or, les spécificités sont différentes, que ce soit les Antilles, la Guyane, Mayotte et même la Réunion, le problème de SAF à la Réunion. Probablement, c'est la vision jacobine de l'État. On pond des mesures, on convoque des gens, on ne regarde pas si dans les territoires, il y a des gens qui connaissent aussi la thématique pour apporter un plus, une vision différente. En tout cas, on a été un peu surpris. Alors, quel enjeu pour Mayotte? Ça permet de faire une petite pub de ce panel qui va sortir bientôt, n'est-ce pas Anne-Sophie? Le panel de 2023, qui est en relecture, on va dire ça, qui va sortir bientôt, et qui dit qu'il y a quand même beaucoup de grossesses non suivies. Ça, ce n'est pas une nouveauté à Mayotte. Environ 10 000 accouchements, même si en 2025, il y a eu plutôt un peu moins de 9 000 accouchements. Il y a quand même une baisse des accouchements, modérée, mais il y a une baisse. On a quand même beaucoup d'HTA, de prééclampsie, beaucoup de diabète gestationnel, qui sont des pourvoyeuses de prématurité et de petits poids de naissance. Or, on a vu les conséquences d'avoir des prémas et des poids de naissance à la vie adulte, donc ça pose beaucoup de soucis. Le taux de petits poids de naissance, c'est 14% dans l'outre-mer en général, contre 8% en métropole. Donc on voit bien que l'enjeu de 1000 jours est capital dans les outre-mer, parce qu'il y a encore ce problème, effectivement, des petits poids de naissance. La prématurité qui est aussi importante, on est à 10%. Ça ne baisse pas, hein, que ce soit Mayotte, La Réunion, les Outre-mer en général. Est-ce qu'il y a une spécificité Outre-mer? La question a été posée dans certaines études. Contre 7% en métropole. Et on a un âge moyen des mamans à Mayotte de 28 ans. On est au-delà de 30 ans en métropole. Peut-être là-dessus, on a moins de soucis à ce niveau-là. Donc, quelques clichés que j'ai récupérés de ce panel, où on voit que le petit poids de naissance, 14%, et prématurité, 11%.
dire un petit mot sur l'état nutritionnel des mères, parce qu'on a vu effectivement que la nutrition, le poids, l'IMC des mamans avaient un impact majeur sur le futur enfant. Ces deux études qu'on va revoir tout à l'heure dans le côté nutrition, mais ça, c'est l'étude UNONO qui a été menée en 2019 avec l'ARS, l'ORS, que j'ai sortie, pour montrer que l'obésité à Mayotte et le surpoids, c'est plus de 50% des femmes. C'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire qu'en matière, par la suite, de 1000 jours, de problèmes de santé des futurs enfants à naître, mais aussi des futurs adultes, est problématique. On risque d'avoir plus de problèmes de maladies cardiovasculaires ici qu'en métropole ou ailleurs. Donc, effectivement, il est temps de réfléchir parce que ça n'a pas beaucoup changé entre 2019, l'étude Nutrimay, non, 2006, l'étude Nutrimay et 2019, l'étude UNONO. L'obésité reste problématique sur notre territoire. Je voudrais aussi citer les quelques données qu'on a au niveau troubles mentaux. Ça, c'est un séminaire qui a été fait en 2019 au CD et qui disait que 35% des sondés à Mayotte avaient des troubles psychiques ou mentaux. Je ne sais pas la méthodologie de l'étude, est-ce qu'elle était très fiable? Je n'ai pas pu avoir accès à l'étude pour pouvoir un petit peu en juger. Mais en tout cas, on a vu qu'en Irlande, c'était à peu près 20%. Qu'on soit à 30% à Mayotte, on ne serait pas très surpris. Mais après, ces 35%, j'en sais rien. En tout cas, ça donne une idée de l'ampleur des choses qu'on a à mettre en place. Et pour les enfants, bien sûr, on a peu d'études sur l'antibiothérapie en période néonatale parce qu'on sait que ça a un impact sur le microbiote. Le microbiote, il est important pour la future santé adulte. On n'a pas beaucoup de données sur l'aide maternelle à 6 mois. On va voir que l'aide maternelle, elle est plutôt utile. Il exprime sa pleine potentialité quand l'allaitement est exclusif jusqu'à 6 mois. La malnutrition ou la dénutrition, la surnutrition à Mayotte, c'est aussi un fléau pour les jeunes enfants. Donc ça aussi, on doit regarder parce qu'on a vu que ce qui se passe pendant ces 2 années va avoir un impact majeur sur ces enfants à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Quelles mesures? Quelles réflexions? La parentalité, on va aborder la thématique, la problématique. L'exposition précoce aux écrans, on n'en parle pas dans ce séminaire parce qu'il a fallu faire des choix, mais je pense que ça reviendra dans nos futures présentations, futurs séminaires. La vaccination, pour éviter les infections répétées, l'accès aux soins, bien sûr. Et la place des congés parentaux, ça c'est sûr que si les parents sont fatigués, qu'on ne peut pas permettre à ce qu'ils se reposent, je ne vois pas comment on pourrait avancer concrètement sur les 1000 jours. Donc on voit bien que les 1000 jours, c'est l'affaire de tous. Avant la conception, pendant la grossesse, à la naissance, l'adolescence, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, c'est un cercle. Il faut agir à tous les niveaux, décideurs, professionnels de la santé, institutions, nos élus. C'est tous ensemble qu'on pourra sans doute construire une santé future pour Mayotte. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur Combo. Bonjour. Donc, en fait, moi, j'ai juste une question. Donc, du coup, finalement, je n'ai pas compris. Est-ce que pour l'enfant, l'accouchement à voix basse et l'accouchement... donc, finalement, c'est quoi le mieux? Est-ce que pour l'enfant, c'est mieux l'accouchement à voix basse ou bien la césarienne, comme ça? Enfin, j'ai compris qu'il n'a pas trop les microbes, tout ça, mais... C'est quoi le mieux pour l'enfant? Alors, je pense que je n'ai pas insisté, ce n'était pas clair. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir le microbiote, un bon microbiote. Le microbiote, elle s'acquiert quand on passe par la voie basse. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, c'est des bactéries qu'on a besoin, nous, en tant qu'humains, qui vont coloniser notre tube digestif. On a besoin de ces bactéries, et donc la voie basse, c'est la seule voie qui permette d'avoir ces microbiotes. Les laboratoires privés, d'ailleurs, ils essaient d'imiter le microbiote en rajoutant des choses sur le lait artificiel. Je pense qu'il y a de plus en plus de recherches,
Mais jamais on pourra imiter le lait maternel ou la voix basse qui contient un microbiote qui est naturel. D'accord? Donc, pour répondre, après, comme j'ai dit, on pourrait passer une journée à parler du microbiote. Est-ce qu'il s'installe avant l'accouchement, après l'accouchement? C'est un autre débat, mais c'est aussi un sujet passionnant. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Ouais. On donne la parole à votre PP avant qu'il parte. Je ne sais pas, je vais aller le voir tout de suite. Oui, il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Du coup, moi, ma question, c'est par rapport, vu que vous avez dit que l'enfant, c'est mieux qu'il sort par voix basse, moi, je me pose la question. Du coup, pour la conception, il y a des parents qui ça vient naturellement et il y en a, c'est plus par FIV. Est-ce qu'il y a une différence là-dedans ou pas? C'est une bonne question de recherche, mais si on se réfère à la théorie, c'est vrai, ça dépendra de la qualité du sperme aussi. Ça, on ne le sait pas par FIV. Vous voyez? Et puis, en fait, il ne faut pas voir, c'est un ensemble de choses, en fait. L'idée, c'est qu'il faut être sur une bonne trajectoire. Et quand il y a un truc, essayer de corriger par la suite. Il faut essayer d'aligner, si possible, toutes les bonnes choses. Après, ce n'est pas ce qui va être déterminant pour la santé du futur enfant, mais c'est cet ensemble de choses qu'on met en place pendant tout ce parcours de vie. D'accord.